Et on est de retour en plateau, en joue Pop Corner Boken Geek 2025. Je suis avec Jean-Mathias Xavier. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Eh ben écoute, super. En joue Pop Corner, ça va super bien même. Alors toi aussi t'es d'Angers? Oui. Comme ça? Oui. Ce qui est, originaire ou non, j'ai déménagé pour vivre à Angers il y a maintenant presque 20 ans. Ah oui. Ouais, Donc avant que ça devienne très prisé. Oui. Exactement. Non, c'est vrai que le prix de l'immobilier a monté depuis le Covid, mais avant non, c'était cool et du coup voilà, j'ai pu m'installer tranquillement, créer mon atelier, élever mes enfants, faire tout ce qu'il fallait, devenir illustrateur. Ah bah, et ben voilà, c'est bon, t'as tout dit. Voilà, au revoir. Alors Jean-Mathias, t'es illustrateur multicasquette parce que tu fais plusieurs choses. Notamment, tu nous as ramené donc ta BD, ça c'est Space Kitten, c'est un projet récent. Récent, je sais pas d'ailleurs, parce que moi je le vois récemment, mais ça se trouve ça fait des années que tu bosses dessus. Alors ça fait des années que je bosse dessus, mais ça fait que maintenant 3-4 ans que la BD est sortie. C'est ça, donc ça reste. Il y a toute une histoire autour, il y a un background. Ok. Voilà. La partie partage de connaissances, enseignement, etc., ça aussi. c'est aussi une de tes casquettes. Oui. Et j'ai lu que tu étais aussi amateur d'arts martiaux. Aussi. Voilà, ça fait partie des choses importantes. Oui. Et que tout ça, c'est un package qui fait ce que tu es aujourd'hui, la manière dont tu bosses. Mais même la manière de dessiner. Même la manière de dessiner. Ah, la partie arts martiaux, tu veux dire? Complètement. Ah ouais? C'est quoi? C'est par rapport aux valeurs, par rapport à plein de choses? C'est la partie, les valeurs, c'est aussi, je veux dire, par exemple, quand tu fais des arts martiaux, c'est vrai que tu sais comment est-ce que tu bouges dans l'espace, tu sais aussi quels sont les coups que tu peux porter, les choses, tu sais. Et ben, quand tu le dessines en bande dessinée, quand tu fais une bande dessinée d'action, par exemple comme les Space Kitten, ben, c'est vrai qu'un personnage, quand il met une droite, tu vois, quand il met une droite, une gauche, qui doit mettre un coup de pied, ben, les coups sont même les défenses, les attaques, la manière dont tu vas gérer la scénographie en fait de ta BD, le storyboard, tu vas le penser en fait aussi avec des prises d'arts martiaux, des choses comme ça. Excellent. Et cet aspect, on va dire, intéressant justement, tu vois, du combat. Ouais, complètement. Donc, j'aurais jamais fait le lien comme ça, mais maintenant que tu dis, c'est. Puis surtout, quand tu travailles en fait en sport, en fait, vraiment, il y a aussi ça, c'est que tu as une connaissance aussi de ton corps. Tu vois. Et ça, je le dis souvent à mes élèves, je leur dis, si vous aimez pas faire des arts martiaux, mais au moins faites un sport, même si c'est que de la danse ou des choses comme ça. Connaître le corps. Mais vous avez en même temps une partie gestuelle et vous allez sentir vos mouvements, tu vois. Et quand tu dessines finalement, quand tu as déjà fait du mouvement avec ton corps, bah, si tu es assis tous les jours et que tu n'es qu'une tête et que tu n'es qu'un bras en train de dessiner. Tu dessines des BD où les mecs sont tout le temps assis. Tu fais Pac-Man. Voilà, et des fantômes. Voilà, c'est peut-être pour ça les mecs qui faisaient Pac-Man, peut-être que c'était des gars qui faisaient que ça. Ils étaient peut-être assis et ils bouffaient des cerises et des trucs comme ça. Exactement. Si on revient un petit peu à la base, c'est quoi ton parcours? Est-ce que tu es plongé dedans même scolairement, tu as suivi, puis voilà, c'est un truc tout tracé, ou alors tu as appris par toi-même, il y a eu des embûches, il y a eu plein de choses? Il y a eu tout ça. Voilà, t'as vu dans ta boule de cristal, t'as tout compris. Donc, à 7 ans, ma mère est arrivée à la maison. Ma mère était une geek en fait, qui était une geek alpha, on va dire ça comme ça, parce qu'elle a découvert Tolkien par exemple, tu vois, dans sa première édition. Donc c'est pour te dire que ma mère est très vieille, précurseur. Elle est presque aussi vieille que Yoda. Voilà. Et elle arrive comme ça, elle nous montre, elle nous dit voilà, regardez les enfants, il y a cet illustrateur, il fait des trucs formidables. C'était Frank Frazetta, donc qui est un illustrateur qui a révolutionné de son époque la manière de faire des couvertures de livres. Donc voilà, c'est à lui en fait qu'on doit le Conan de Schwarzenegger, qui est complètement en fait pompé, on va dire, sur les illustrations de Frank Frazetta. Et qui est ensuite rentré totalement dans la pop culture, l'imaginaire collectif. Vraiment, et puis l'iconographie de Conan comme il est complètement inspiré. Même John Buscema s'est inspiré des Conan, des couvertures de Frank Frazetta pour faire les Conan. Donc en bande dessinée. Et ça reste, c'est vraiment quelqu'un qui a révolutionné la chose. Et moi, à 7 ans, ma mère me montre l'illustration de Frank Frazetta et je regarde et je fais waouh, je voudrais dessiner comme ce mec. Et au même moment, mon frère m'amenait en fait des comics parce qu'il était un peu plus vieux que moi et c'était le début des Strange, tu vois, de Marvel avec Captain Marvel, Iron Man, Spider-Man. Et j'étais tellement à fond là-dedans que je pensais vraiment que si j'allais à New York, j'allais voir Spider-Man en train de se balader d'immeuble en immeuble et tout. Tu vois, t'as 6 ans. 7 ans, t'es comme ça, tu te dis ouais, ça va être génial et tout. Et puis il y a les Vengeurs côte ouest, il y en a d'autres qui ont côte est, tu vois, c'est un truc de fou. Et donc j'étais alimenté dans tout ça. Et en plus de ça, à la télé, alors tu vois, il y a illustration, bande dessinée et télé. Là j'ai eu le combo. C'était même pas un combo, là, c'est tu vois, Street Fighter à côté. Dans ma tête, ça a fait la même chose. Et j'ai eu Goldorak. En 77. Ça c'est un autre déclic. Voilà. Et d'un seul coup, tu regardes et tu dis waouh, qu'est-ce que c'est que ça quoi. Alors t'as tout, là, d'un seul coup t'as les comics,
Il y a de quoi faire d'un seul coup une émulsion Tu as été incroyable. nourri aussi bien du coup par la culture américaine, ensuite la culture japonaise, la culture d'abord. Alors l'illustrateur dont tu parlais, Frank Frazetta, il est américain, mais tu vois, c'est vraiment c'est la peinture en fait. Lui. Ouais, vraiment, c'est l'illustration plus tradie, ouais, mais complètement à l'huile, des trucs, mais tu regardes, mais c'est juste magnifique, tu vois vraiment. Et donc, dans tout ça, t'as un patchwork qui va t'inspirer. je me suis dit, j'ai envie de dessiner tout ça. Ouais. J'ai envie de dessiner, j'ai envie de faire ça. Voilà. Ok. Et ça m'a poursuivi. Je dessinais déjà très bien. En fait, quand j'étais petit à l'école, les professeurs disaient oui, il est bien, il dessine bien. Par contre, il ne suit pas beaucoup les cours. Il comprend pas tellement les maths. Oui, j'étais tout. Toi, c'était l'art plastique, l'art appliqué, machin. Voilà, j'étais en train de rêver tout le temps, donc voilà. Mais ça m'empêchait pas d'avoir beaucoup d'imagination. Et puis, en fait, au final, je me suis rendu compte après arriver à la fin du collège, j'ai dit j'en ai marre. J'avais redoublé quelques fois, quand même, tu vois. Ce qui fait que j'étais déjà assez âgé et je me suis dit j'en ai marre de tout ça. J'ai regardé mes parents dans les yeux, j'ai fait bon, maintenant je vais devenir illustrateur. Voilà. Et ils m'ont dit faut peut-être que tu fasses ça. Ok, suis ton bonhomme. Ça n'a pas de été chemin. fermé. Déjà, ça a été quand même. C'est important parce que tu vois, genre. Oui, mais alors mes parents étaient artistes. Ouais. Donc ils étaient. Eux-mêmes travaillaient dans le dessin animé. Ok. Mais ils espéraient certainement peut-être mieux pour nous. Mais bon, en même temps, ils ont dit ok, écoute, allons-y. Tente ton truc. Et puis j'ai dessiné et redessiné et encore dessiné. Et puis, mon père s'est mis. J'ai eu des cours. Alors, il n'y avait pas d'école à l'époque, si tu veux, dans les années 80, fin 80. Il n'y avait pas d'école attenante vraiment solide, comme ça existe aujourd'hui, des écoles d'illustration, tout ça. Et puis, c'était plutôt de la communication, des arts visuels, des choses comme ça. Et donc, moi, j'ai pas du tout fait un parcours scolaire traditionnel, mais j'ai quand même pris des cours du soir à l'école des Beaux-Arts pour les cours de modèle des cours de peinture avec l'Institut Philotechnique, des choses comme ça. Et ça m'a construit. Et un jour, j'ai pris mon petit carton sous le bras et j'étais voir des boîtes de dessins animés. Et alors, j'ai fait d'autres boulots un petit peu alimentaires. Fallait quand même vivre un petit peu, Voilà, j'avais 18-19 ans. Alors, pour pouvoir arrondir les fins de mois pour moi, parce que j'étais encore chez mes parents, mais tu vois, histoire d'avoir un peu de blé et pas toujours entendre de tirer les sous à mes parents, tu vois. Et j'étais fleuriste. Et ben pourquoi mais c'est bien. Est-ce que ça peut tout est connexe. Mais non, mais quand on fait de l'illustration, on peut s'inspirer ensuite de toutes les expériences qu'on a pu complètement. avoir. Et alors surtout que être fleuriste, être vendeur, ça m'a permis aussi une chose, c'est d'être très à l'aise en présence des gens. Et voilà, en plus. Tu vois, ça c'est ça. Moi, l'enseignement que je tire de ça. Tu casses le côté peut-être introverti que certains peuvent avoir. Exactement. Tu vois, c'est d'un seul coup, tu es obligé d'aller voir les gens. Bonjour, oui, alors vous voulez un bouquet, de les faire, tout ça, machin, la Saint-Valentin, tu sais tous ces trucs. Ouais, complètement. Ouais. Et puis ça t'apprend le commerce. C'est-à-dire que quand tu achètes une rose à 3 €, il faut la revendre 3 fois plus son prix, ou 5 fois, ou ainsi de suite. Donc j'ai commencé à comprendre comment est-ce qu'on fonctionnait en commerce et à faire en fait que lorsque tu produis quelque chose, il faut récupérer l'argent. Toi, ton dessin, tu vas devoir aussi aller le vendre. C'est exactement pareil pour une bande dessinée, pour créer son entreprise, pour vendre son travail, ainsi de suite et tout ça. Complètement, Et tout est lié, tu vois. Et puis, je me suis lancé. Dans la première boîte de dessin animé dans laquelle j'ai bossé, c'était France Animation. Je suis arrivé avec j'ai fait un test. Ouais. Et j'étais nul en perspective, mais j'avais un bon coup de crayon. J'avais bien retranscrit le style de la série, en fait, qui s'appelait Hurmel. C'était l'histoire d'un dinosaure qui vit dans une île. Et là, le directeur artistique en décor, il me dit, qui était le directeur artistique, il me dit, écoute, moi je te prends, mais c'était un Américain, il me dit, je te prends, mais par contre en perspective, il va falloir que je te forme. Ok. Et j'ai été pris. Et alors je peux te dire que j'ai été pris à l'époque au prix en fait qui était le prix d'un mec standard. Ce qui fait que à l'équivalent, c'était encore en francs à l'époque, mais si on mettait ça en euros, j'étais à presque 3 000 € par mois. Donc tu étais. T'as 22 ans. T'étais bien, quoi. Ah. Tu dis, allez, je prends mon appart. Et en plus, le mec te dit qu'il va te former d'une certaine manière, donc toi, c'est tout bénéfique. Mais c'était énorme. Pendant 6 mois, je me suis pris des claques dans la gueule au niveau perspective, mais après, je suis sorti de là, j'étais carré, pas de problème. C'était une compétence. Ma carrière a commencé pendant 10 ans dans le dessin animé. T'as des titres comme ça qu'on oui, Bob Moran qui est encore diffusé d'ailleurs sur Amazon TV. Si on regarde, il y a Blake et Mortimer en dessin animé. Il y a eu Panchel, le petit panda qui était très mignon. C'est un petit panda avec des ailes d'ange. Yes. Hurmel. J'ai travaillé sur les SOS Croco qui était aussi une série qui était produite par les studios AB. Tu vois, tout ça. Donc, mais tout ça, c'était il y a maintenant presque 30 ans. Tu vois, donc voilà, mais oui, Bob Moran, c'était vraiment chouette. J'étais responsable des décors sur Bob Moran. Puis après, j'ai travaillé aussi en tant que storyboarder. Parce que dans le dessin animé, je me suis dit, je vais pas rester dans le décor. Attends, il y a plein de trucs à faire. Et moi, mon idée, c'était toujours de produire quelque chose, d'aller plus loin. En fait, j'étais pas juste une petite main, tu vois. Donc c'est comme ça qu'en 1995, par exemple, si tu veux, pour les 20 ans de Goldorak, aux Japonais,
je me suis dit, tiens, je vais envoyer un message aux Japonais, je vais envoyer un message à Dynamic Vision. Il y avait le gros boom, tu vois, du DVD. Et j'ai envoyé un message à Dynamic Vision. Je te raconte cette petite anecdote. Et j'ai dit, moi, je vais faire une suite à Goldorak. J'ai fait un dossier, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y a des dessins, il y a tout ça et tout. Est-ce que ça serait intéressant de pouvoir travailler avec Gonagai et de faire une suite de Goldorak? Et les mecs, et comme je travaillais à l'époque à Saban et que j'avais envoyé tout ça à Saban Paris, les mêmes mecs qui font les Power Rangers, tu vois, les mecs ils se sont gourés. Les Japonais ont lu le truc de Traviol, ils ont cru que j'étais un producteur de Saban. Alors j'étais pas dans la merde, tu vois, parce que je suis derrière. Après, ils me répondent, ils me disent, ils avaient un fax, tu vois. Pour le fax, c'est l'ancêtre de l'Internet. Hein. Oui, c'est ça. Donc, mais ils l'utilisent encore au Japon aujourd'hui. Alors, j'envoie le fax et les mecs reçoivent de l'autre côté. Ils disent, oui, vous avez un projet, vous êtes qui? Vous travaillez à Saban, vous êtes producteur, tout ça. Le fax revient. Et j'ai le directeur de Saban qui me dit, bah écoute, je t'ai bien laissé envoyer le truc, mais c'est quoi ce délire en fait, finalement? Ils n'ont rien compris. Ah ouais, je dis, alors bon, il faut que je t'explique là, tu vois, parce que les types, ils étaient chauds bouillants de l'autre côté, tu vois. Merde. Et je me dis, bon bah voilà quoi, c'est ça, c'est Dynamic Vision, ils veulent savoir qui je suis, est-ce que je voudrais produire une suite de Goldorak, tout ça, machin, nanan, mais moi j'ai pas de producteur, je suis juste auteur. Il me dit, bah écoute, je te fais rencontrer Vincent Chalbon, qui est notre producteur ici, et puis il va se mettre en contact après avec Raïm Saban aux États-Unis. Tu te dis, oh là là, là d'un seul coup, tu vois, au niveau, tu vois, t'es un jeune auteur, t'as un peu de la pêche, tu vois, j'étais quand même déjà une certaine assurance en moi-même, tu vois, mais là d'un seul coup, le level, tu vois, il est monté. Ça a monté. Là, je me suis dit, ah, mec, il me faut des XP là. Tu vois. Et puis finalement, bon, ça s'est pas fait, hein, parce qu'il y avait toute une histoire de droit partagé, tout ça, machin et tout. Mais ça a été une super expérience encore plus, tu vois, d'essayer de monter le dossier, de travailler, de connaître en fait le CNC, tu vois, tous ces trucs en fait qui permettent d'avoir des aides, des choses et tout ça et tout, de créer de la scénarisation. Et puis finalement, ça m'a vachement aidé. Et puis, bref, le temps passe. Je fais un peu de carrière dans le dessin animé. Je finis directeur. Je finis parce que c'est à ce moment-là en fait où j'ai décidé de quitter le dessin animé en tant que directeur artistique sur la série Panchel World, avec ce petit panda où vraiment je dirigeais les gens, du storyboard, tout ça. Bref, enfin, j'étais vraiment à la tête du truc. Et puis, à l'époque, on vivait à Paris avec les enfants, mais les choses n'étaient pas géniales pour les mômes. Et ils étaient petits encore. Et je me suis dit, d'un seul coup, je me suis dit, ça sert à rien en fait. Où est-ce que je vais comme ça? Mes mômes, c'est plus important. Et j'ai dit à ma femme, je lui ai dit, écoute, viens, on se casse, on va vivre à Angers. Et elle était infirmière anesthésiste, elle pouvait avoir un poste en fait. Tu avais des attaches ou pas du tout. J'avais vu Angers, j'étais passé par là avec ma femme, j'avais trouvé que c'était très beau et j'ai eu envie de vivre. Ça t'avait inspiré. Bah, c'est vrai que Angers, c'est beau. Non, mais c'est vraiment très beau. Moi, j'ai fait 11 ans sur Paris, j'ai voulu revenir, c'est trop cher. Mais sinon, je serais revenu. Mais réellement, vraiment, même la région. Il y a plein de choses à voir, plein de choses bien. Tu vois, toute la région en fait du pays de la Loire, c'est un truc de fou. De toute façon, dès que tu passes en dessous de la Seine et que tu arrives sur un pays de la Loire, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et puis d'un seul coup, j'ai découvert aussi, c'est qu'il y avait toute une vie. En fait, il y avait une vie à part le dessin animé. Et je suis devenu vidéaste chez Kazé. Alors, ce qui est drôle, parce que je m'installe à Angers, mais après je me retrouve avec un contrat à durée indéterminée en tant que réalisateur de bande-annonce chez Kazé, qui diffusait des DVD. C'était juste avant le streaming, tu vois. Donc je me retrouve à travailler avec plein de dessins animés japonais. Ça consistait ton taf? Je prenais mon compte. C'était le taf le plus cool de la terre. C'était mieux que d'être illustrateur, hein, vraiment, tu vois. C'est que tu regardes des films. Des films animés, Bleach, les films de Bleach, tu regardes les séries, tu regardes bref, Mytel, les Albator. Et tu vas en faire une. Et tu dois faire une bande-annonce. Ok, excellent. Qui est diffusée. Et pour que les gens ils regardent le truc, ils disent waouh, j'achète le DVD. Alors j'étais comme un coq en pâte parce que moi je venais du dessin animé, j'avais étudié le storyboard, la dynamique de l'image, tu vois. Donc je savais faire en fait des bandes-annonces, mais qui envoient du pâté, tu vois. Et tu réutilises toujours tes compétences et en fait, il y a une cohérence quand même dans ton parcours, c'est qu'à chaque fois tu réutilises ce que tu apprends. Puis la cohérence, c'est que je m'amuse. Ouais, et ça c'est important parce que c'est pas forcément le cas. Voilà, j'ai une chance, mais tu peux même pas imaginer. Pour moi, je me suis toujours régalé et amusé parce que j'étais toujours dans cette idée de créativité et d'aller toujours de l'avant dans cette créativité. Et que en même temps, en fait, je m'estime pas être un illustrateur, je m'estime plutôt être comme un artiste créatif, ou plutôt un créatif. C'est-à-dire que si on me donne des bandes annonces à faire, je vais être créatif dans les bandes annonces. Tu vois. Et du coup, donc, quand tu commences à bosser pour Kazé, là, toi, tu peux bosser depuis chez toi déjà à l'époque Non. Le télétravail n'existait pas. Ouais, c'est ça. Donc je faisais les allers-retours. Tu faisais les allers-retours. Et là, c'est une époque bénie pour moi aussi, parce que je fais feu de tout bois et je me retrouve en fait à faire 1h30 de TGV aller-retour. Ouais, c'est ça. C'est pas beaucoup, hein, tu vois. Puis à plus, tu vois, en gros, j'étais à 2 heures porte à porte. Mais bon, c'est le TGV. T'es pas en train de te taper le RER. Avec non, ça se fait. Là, t'es assis, t'as ta tablette, t'as besoin de dormir, tu dors. Et là, c'est une époque bénie. Pourquoi? Parce que j'avais 3 heures tous les jours où je pouvais dessiner pour moi. Ah oui.
Tu réutilisais le temps mais de c'était génial. Et c'est là en fait que j'ai rencontré un gars formidable qui s'appelle Jean-Luc Marcastel, avec qui on a sympathisé. Alors je te passe les détails de notre rencontre, tu vois, parce que ce serait trop long à raconter. Et lui, il avait son livre qui s'appelait Louis le Galou, qui était un livre formidable qui parle en fait d'un gamin qui se transforme en loup-garou du côté d'Aurillac, tout ça, avec, au XIIe siècle, avec une histoire complètement abracadabra, au Moyen-Âge, tout ça, tu vois. Une sorte de Tolkien, tu vois, mais version, Aurillac. C'est génial, hein, franchement. Hein. Tu lis le truc, waouh. Excellent. Et je lis le livre et je tombe mais complètement, amoureux, on va dire, de son sens littéraire, tu vois. Et j'avais des images qui me venaient et je lui ai dit mais ça serait génial de l'illustrer. Ah oui. Et lui, en fait, il avait besoin en fait de relancer son livre parce qu'à l'époque, il l'avait développé, il avait un éditeur en fait qui était seulement régional et son éditeur avait mis la clé sous la porte et il cherchait un éditeur national. Et je lui ai dit moi j'en connais. Donc on va faire en sorte que ton livre soit il ressorte. Puis je lui ai fait des croquis, il m'a dit "Ah ouais, c'est génial, c'est comme ça que je voyais les dessins et tout." Donc on était à la team qu'il fallait. 2, on a trouvé un éditeur. Alors lui, un éditeur de jeux de rôle qui voulait passer du côté en fait édition livre, tu vois, c'est pas le même métier, hein, tu vois, éditeur de jeux de rôle et éditeur livre, hein, tu vois. Et il a dit ouais, il y a pas de problème, on y va. Moi, j'ai pas le nouveau Harry Potter, mais presque. Et ben il avait pas tort parce que quand même on a vendu plus de 30 000 bouquins. Hein. Ce qui est pas dégueulasse. Alors, on n'en est pas en fait à Harry Potter, mais vraiment le livre, il m'a balancé dans l'illustration. Du coup, j'ai pu laisser caser. Tu vois, et je me suis lancé dans le monde de l'illustration, à faire de l'illustration à fond. Et là, tu as un bouquin d'un seul coup qui fonctionne comme pas possible. Il y a un article dans Marianne, tu passes à Canal+, tu as des gens qui parled de toi à la télé, tout ça, machin et tout. Bon, c'était il y a quand même presque maintenant plus de 15 ans, tu vois. Donc, d'un seul coup, tu dis waouh, et tu es visible, hein, tu vois. Donc, on te passe des commandes. Tu es en convention, tu as des gens qui disent c'est vous Jean-Mathias Xavier? Oui, c'est moi. Alors, je suis des éditeurs machin et tout, je voudrais avoir des bouquins avec vous. Ça, c'est incroyable. Ça c'est très très cool. Je vivais mon rêve de 7 ans. Mon rêve de gamin, tu vois, que je voulais en fait, devenir illustrateur comme ça, comme Franck Frazetta. Alors, après, en étant plus âgé, je me suis dit, je ne pourrais pas être Franck Frazetta parce que c'est Franck Frazetta. Et ça sert à rien de vouloir l'imiter. T'es Jean-Mathias Xavier. Voilà, tu vois. Et je me suis dit, mais là, c'est ça en fait mon rêve, c'était de faire des choses comme lui, mais pas de l'imiter. Et je voulais faire des comics. Donc, je fais ça, puis je me fais mes armes. Et puis arrive un truc formidable, c'est que j'ai un copain, Xavier Hamet, qui me dit un jour, il me dit écoute, tes Space Kitten c'est super parce que je faisais des posters, des goodies, des trucs comme ça. Ok, tu avais déjà construit tout cet univers-là qui trottait depuis un petit moment. Oui, j'avais mes personnages, mais je faisais plutôt des illustrations, tu vois. Et ça marchait très bien en convention. Les gens trouvaient les chats rigolos, les personnages marrants, et je faisais des donc le concept, c'est du chat anthropomorphe sympa. C'est ça, avec des fichas et un mec qui a l'air complètement perdu. Alors il y a des illustrations, à chaque fois il y avait des scènes de baston où elle sauvait le mec. Il y avait le petit chat qui était là, tout ça et tout. Et le scénario, il faisait son petit bonhomme de chemin. Et puis un jour, je parle avec une copine, je lui dis écoute, ça serait intéressant que tu m'écrives, je t'envoie le synopsis, que ça t'irait en fait de participer avec moi. Stéphanie Gaza, je la salue. Hein. Et donc, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César tout de même. Et elle m'écrit une première mouture du scénario qui était plutôt rigolote, que j'ai retravaillé après, d'accord, pour que ça soit un peu plus dynamique, surtout sur les scènes d'action et tout ça et tout. Bref, ça a été un script qui a été écrit à 4 mains. Mais elle m'a fait un boulot qui était assez chouette, qu'on retrouve encore quand même en fait dans la version. Il y a 50% de son scénario qui est quand même en fait dans le tome 1. Donc cette rencontre entre les personnages et tout ça et tout. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et Xavier Hamet m'a dit moi j'aime bien ton concept. Hein, et moi je m'y connais en Ulule. Et quand tu veux, on fait une campagne crowdfunding. Voilà, c'est ça. Et donc il y a 4 ans maintenant, il m'a dit tiens, vas-y, on y va. Et moi, j'avais venais de monter ma boîte, qui était JMX Studio. Voilà. Donc, je lui ai dit, OK, on y va. Et puis, on a monté la campagne. Il me dit, on va mettre 18 000 balles pour récupérer tes... Ce qui n'est pas rien. Hein. Ce qui n'était pas rien, mais est-ce que c'était quand même suffisant? Parce que des fois, on se dit... Oui. Eh bien, tu veux que je te dise, au début, moi, je partais pas du tout sur 18 000. Quand il m'a dit 18 000, j'ai fait, waouh, dis donc... moi, je voyais plutôt 10 ou 8, tu vois. Ok. Non, vas-y, on va mettre 18, comme ça, tu vois, ça va être bien. Comme ça va être propre, bien. Voilà. Je lui dis, ok mec, je te fais confiance, c'est toi qui t'y connais. Alors ça, c'est un truc aussi qui est très important, c'est que lorsque j'ai des gens qui sont compétents en face de moi, je vais tu pas... leur fais confiance. Ouais, exactement. Tu vois, tu fais de la radio, je te fais confiance, comment est-ce que tu dois régler les choses, tout ça, machin et tout. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important, d'être corporate. Et ça, je l'ai appris dans le dessin animé. Quand tu bosses en prod, tu es obligé de faire confiance à ton équipe. Ouais, complètement. Et moi, j'ai fait confiance à Xavier et il a eu raison. Parce qu'on n'est pas arrivé à 18, on est arrivé à 22. Ouais, 22, ouais. Donc là, on avait du beurre.
en plus. Ouais, non, c'est bonus. On avait de la crème. On va remettre le contexte. C'est vrai qu'il y a une autre interview qui suit, donc faut qu'on avance sur nos histoires parce que moi j'ai envie d'en savoir plus. Donc c'était en 2021 la campagne, c'est ça? C'est ça, 2021. Après combien de temps on arrive à voir le... Parce que du coup, au bout d'un an. Au bout d'un an, c'est parti. Au bout d'un an complet, en fait, le tome 1 sort. Ok. Derrière, en fait, j'enchaîne avec le tome 2. Ok. Donc voilà. Après le tome 2, j'ai eu un petit coup de fatigue, mais je voulais aussi, j'avais un autre bouquin qui me trottait qui s'appelait Lina et Abraxam, qui était un livre, un conte, qui était très important pour moi à sortir. Donc j'ai d'abord préféré sortir ce livre-là que de sortir le tome 3. Ok. Donc, qui est plus jeunesse ou plus non, c'est un conte plutôt ado-adulte, mais c'est un conte vraiment avec une dryade et un dragon qui s'aime. Et c'est pas du tout une BD, tu vois, c'est plus des illustrations. Là sur Space Kidden, c'est qui le public? C'est tout le monde? Ah oui, c'est hyper grand public. C'est 8,78, tu vois, c'est ou même 88 si on veut. Moi j'ai des adultes, j'ai des mômes qui le lisent. Alors ce qui est rigolo dans les Space Kidden, et je vais faire assez vite, mais c'est que les mômes en fait quand ils lisent Space Kidden, ils voient le côté comique et rigolo de ces deux filles chats qui viennent foutre le bordel dans la vie de Leroy. Lui, il comprend rien aux filles et elles comprennent rien aux humains. Donc c'est très marrant en fait. Oui, tu vois. oui. Et puis il y a les méchants qui arrivent, qui comprennent encore moins de choses en fait aux humains et qui foutent un bordel encore plus grand. Oui. Et puis les adultes, quand ils le lisent, c'est un petit peu comme les films de Pixar. Il y a une double lecture. Il y a une double lecture. Et ils retrouvent l'esprit justement de Wingman, de Nicky Larson, de Ranma, qui moi me berçait dans ma jeunesse. Les inspirations qui et les inspirations Star Wars et tout ça et tout. Les mômes, ils ne voient pas spécialement, mais ils voient le côté très rigolo et marrant justement. C'est ça que je voulais, quoi. Une histoire contemporaine, mais qui en même temps vous fait un petit goût de Madeleine de Proust si vous êtes un peu plus âgé, tout en rigolant aussi, quoi. Ok. Voilà. Et du coup là, on en est où? Tu as repris le boulot sur Space Kidden pour un tome 3? Ouais. J'ai dû faire une pause en fait en 2024 parce que j'ai une grosse maladie bien dégueulasse qui m'a mis bien par terre, mais je me suis relevé. Voilà, et j'en suis bien maintenant aujourd'hui, c'est pas mal. Donc il y a encore des séquelles, mais ça se maintient. D'accord. Et la chose formidable, c'est que là, tout au début de l'année, j'ai lancé en fait le Space Kitten 3, le crowdfunding. J'ai eu 120% à peu près en fait de ce que j'avais cherché. Donc c'est bon, donc on y est. Nickel. Et le 3 en fait sortirait normalement pour Noël. Voilà, le rendez-vous il est pris, quoi. Voilà, ouais. Et puis surtout c'est le dernier. Donc là on va pouvoir conclure. C'est le dernier de l'arc. C'est le dernier de l'arc. Si un jour il y a toi, tu as déjà plein de projets en tête. Ouais, non. Plus qu'il n'en faut. Ça s'arrête jamais. Tu sais, c'est pire. C'est une horreur. Quand tu es artiste, tu as l'impression que tu es traversé par. Tu as des images tout le temps, des histoires, des dialogues qui arrivent. Tu ne sais où, tu es comme ça. Tu vas, mais merde, qui me parle? Mais tant mieux, c'est ce qu'il faut. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Je vous remercie d'être venu sur le plateau je Bob Corner. Ça fait plaisir de te recevoir. C'est génial. Voilà. Cette première, puis on viendra prendre des news lors d'une prochaine convention peut-être. Mais avec grand plaisir. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Salut.